Alors, avant de laisser la parole à Judith Mollard, qui est psychologue clinicienne, chef de projet à l'association France Alzheimer, qui va nous parler, qui va traiter donc de la question décider avec et accompagner la décision du côté des aidants familiaux quand la personne est encore à domicile et avec un focus sur l'entrée en institution. Je voudrais vous parler d'une enquête qui a été réalisée par l'EREMA et l'Institut HCK dans le cadre des activités de recherche de l'EREMA. Pour vous donner deux petites phrases, donc vous avez dans les livrets ou dans le sac du congressiste quelques extraits de cette enquête qui sera rendue publique le 21 septembre, juste pour vous dire que la question de la décision, donc on l'a vu depuis hier, elle est majeure dans le quotidien des aidants. Et l'enquête nous montre, donc sur une enquête très qualitative, je ne reviendrai pas dessus, il y a 89% des aidants qui se sont déclarés tout à fait d'accord pour dire que une des choses les plus difficiles était de décider à la place du malade. On l'a vu que ce n'était pas forcément à la place, que c'était avec, mais dans des raccourcis pour l'étude, les termes ont été rapprochés. Et avant de laisser la parole à Judith, je voulais juste vous donner une phrase qui, pour moi, était assez symbolique dans les échanges qu'il y a eu dans cette enquête. Il y a une aidante qui nous dit « Comment pouvoir décider d'un point de vue moral lorsqu'on sait qu'il n'est pas apte à dire ce qui est le mieux pour lui, mais qu'il est par contre apte à ressentir un mauvais choix ?» Donc voilà, l'enquête, on était déjà dans le choisir et le décider ensemble. L'enquête sera rendue le public le 21 septembre, donc je vous invite à aller sur notre site. Je laisse donc la parole à Judith Mollard qui va nous parler donc de décider avec et accompagner la décision du côté des aidants familiaux. Merci beaucoup Grégory, merci à l'EREMA de m'offrir cet espace d'intervention. Je suis assez impressionnée, mais je vais respirer profondément. Donc je vais en effet évoquer ce temps difficile de la décision d'une entrée en établissement à partir des expériences cliniques qui ont été les miennes auprès d'aidants familiaux qui, bien entendu, ne vont pas refléter l'ensemble des situations vécues et plutôt refléter ces situations les plus complexes où la famille se trouve le plus en difficulté. Alors, accompagner les décisions qui ponctuent le parcours de la personne malade et de son entourage familial est un axe privilégié du travail de soutien et de guidance qui doit être proposé dès l'annonce diagnostique au couple constitué de la personne malade et de son proche aidant, le plus souvent ce proche aidant étant un conjoint ou un enfant. Donc, en effet, des décisions douloureuses vont ponctuer le parcours d'accompagnement, des décisions qui vont beaucoup dans le sens de la restriction et qui signent le plus souvent la perte d'un pan d'autonomie. Décider de ne plus conduire, décider de se faire assister pour divers actes de la vie quotidienne, décider de laisser un tiers prendre en charge la gestion de son argent, décider de quitter son domicile pour entrer en établissement. Cependant, dans le cadre des maladies neurodégénératives, la personne malade, la première concernée par ces prises de décision, en est rarement l'initiateur. Et l'aidant familial, dit principal, mais plus largement l'ensemble de la constellation familiale, se trouve ainsi en première ligne et souvent amené à prendre des décisions à la place et en dehors du consentement affirmé du parent malade. Ces prises de décision qui signent dans la plupart des situations une étape sans retour participent aussi à faire vivre à l'ensemble de la famille des épreuves de séparation qui sont plus ou moins douloureuses et complexes à élaborer. Et d'où des sentiments très souvent de culpabilité ou tout au moins des sentiments contradictoires qui envahissent les aidants familiaux pris dans ce double mouvement d'attachement et de détachement. Et de ce fait, le risque est alors grand qu'ils évitent ou reculent la prise de décision et s'enfoncent parfois dans une situation pouvant aller au domicile jusqu'à une maltraitance mutuelle plutôt que de rompre un lien qui pourtant n'existe plus que dans la souffrance. Les sentiments d'ambivalence sont présents et la question peut-être qui pourrait aussi se poser, c'est en prenant ces décisions, mais comment me détacher de ce parent aussi dépendant de moi ou qu'il est devenu, et notamment quand il s'agit
de prendre la décision d'une entrée en institution qui signe la fin d'un vivre ensemble à domicile, il n'est pas rare de voir les aidants familiaux attendre l'état de crise qui, en faisant rupture, leur épargnera une prise de décision anticipée et partagée. À ce sujet, d'ailleurs, Louis Ploton évoque la crise du placement. Alors, plusieurs raisons, en dehors, bien sûr, des contraintes financières qui sont, bien entendu, non négligeables quand il est question de penser une entrée en institution, mais plusieurs raisons à cela, en tout cas dans certaines situations. Donc, trop souvent, cette décision du moment de l'entrée en institution n'est pas partagée avec l'entourage professionnel et parfois même avec les proches familiaux quand il existe des conflits ou des dissensions à l'intérieur du groupe, et peut rester à la seule charge de l'aidant familial principal qui vit au quotidien avec la personne malade. Donc de ce fait et dans ce contexte, l'aidant principal, pour décider du moment opportun, demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ce moment opportun de l'entrée en établissement va s'appuyer bien plus sur sa capacité à tenir le coup, qui comporte une grande subjectivité, que sur des indicateurs objectifs qui motiveraient ou signifieraient une entrée en établissement de la personne malade. Et dans ce contexte-là, l'aidant familial peut se trouver confronté au choix de sa propre survie au détriment de celle de son parent. C'est lui ou moi. Discours qui est souvent le relayé par l'entourage. Tu vas y laisser ta peau, vous allez complètement vous y épuiser. Et c'est évidemment un choix impensable. Et au plus fort de la crise, ce choix va se situer entre la menace de mourir avec lui ou l'abandonner à son destin funeste. Et pour éviter ce conflit interne et l'envahissement du sentiment de culpabilité, l'aidant familial peut attendre de s'effondrer physiquement et psychiquement pour s'autoriser à penser la séparation. La famille, l'aidant principal, peut également attendre plus ou moins consciemment l'accident, la chute, la fugue ou la pathologie intercurrente qui viendra obligatoirement rompre la situation du maintien à domicile. Mais à ce moment-là, c'est le corps médical qui portera la décision d'une hospitalisation, invariablement ou trop souvent suivie d'une entrée en établissement. J'ai également entendu des aidants se donner des indicateurs. C'est quand il ne me reconnaîtra plus, quand il sera devenu incontinent, je pourrai seulement à ce moment-là penser la séparation, penser l'entrée en institution. Et puis aussi aborder la question des limites de la vie à domicile renvoie certains aidants au sentiment insupportable d'avoir échoué, d'avoir failli. Face à ces maladies vis-à-vis desquelles on ne peut investir qu'un espoir de rémission ni de guérison, certains aidants tablent sur la force de leurs sentiments pour ralentir la progression des troubles et l'évolution vers la dépendance. Et donc, avouer son impossibilité à poursuivre l'accompagnement au quotidien peut être vécu par l'aidant familial comme le constat de son impuissance à maintenir en vie son parent. L'aidant principal peut aussi être pris dans les mailles d'une relation d'aide qui dure parfois depuis plusieurs années et qui a généré une situation d'interdépendance, puisque la relation d'aide dans laquelle il est engagé à organiser son quotidien renforce son sentiment d'utilité et peut aussi lui procurer des satisfactions. Et devant l'exigence de la tâche, il a souvent renoncé aux activités qu'il investissait pour son propre compte et peut donc redouter la séparation brutale du jour au lendemain, consécutive à une entrée en établissement. Séparation qui risque de le laisser face à un vide majeur. Et je cite ce monsieur, ce conjoint, qui disait « Si elle devait disparaître, je crois que je ne saurais plus rien foutre ». Et qui, en effet, peut entraîner une décompensation au moment de l'entrée en institution de l'aidant familial. Et puis enfin,
Envisager de ne plus vivre au quotidien avec la personne malade, c'est prendre le risque qu'elle s'éloigne peut-être plus encore de soi et qu'elle s'attache à d'autres figures suffisamment bonnes présentes à ses côtés. Il n'est pas rare de voir des personnes, dès leur arrivée dans la structure, nouer des relations privilégiées avec d'autres résidents ou avec certains soignants. Et quand un aidant familial évoque son sentiment d'abandonner son parent, n'est-il pas aussi dans cette angoisse d'être lui-même quitté, oublié ou relégué? Donc accompagner la décision, dans l'idéal, chaque famille accompagnant une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à son domicile devait être régulièrement suivie par une équipe de professionnels spécialistes qui viendraient évaluer l'adéquation entre les besoins de soins du malade et les réponses que peut fournir le domicile et porter peut-être à un moment donné une indication, si c'est nécessaire, d'une entrée en établissement. Et une indication qui ne serait pas seulement évaluée sur le niveau d'épuisement de la famille, mais également sur les besoins réels du malade et les bénéfices à modifier son environnement et son accompagnement. L'équilibre bénéfice-risque, on l'a dit, est difficile à trouver, certes, mais pas impossible quand chaque partie a été concertée et a pu prendre le temps de la réflexion. Je voudrais dire que l'entrée en institution ne devrait pas se faire par défaut, mais à l'aide d'une indication, peut-être même d'une prescription. Qu'est-ce que l'établissement peut offrir que le domicile ne peut pas apporter? Et pour cela, celui ou ceux qui accompagnent la décision doivent pouvoir avoir une représentation suffisamment bonne de l'établissement qui prendra le relais et une connaissance suffisante des pratiques soignantes. Fréquemment, l'établissement, l'EHPAD, est associé à des images négatives, des représentations négatives, à un mouroir. Et ces représentations sont exprimées par les familles, mais aussi parfois par les professionnels du domicile. Des représentations qui sont également nourries par les médias, puisque aujourd'hui, le seul établissement qui en France est plébiscité et présenté comme une structure digne ce nom, se trouve à des milliers de kilomètres de la France au Québec. Donc, dans l'entrée en institution, Pierre-Marie Charazac, qui est psychiatre et psychanalyste, dit qu'il y a aussi toujours quelque chose de la mort qui passe, et que le travail de séparation peut-être ne commence qu'à partir du moment où le parent et sa famille se sont réciproquement adressé le message que cette entrée les fait penser à la mort, mais que son temps n'est pas encore venu. Et là, l'équipe soignante doit pouvoir prendre le relais même à la préadmission, pour co-construire un projet de cette dernière étape de la vie, en y incluant la parole de chacun et en reconnaissant la compétence, même s'il s'agit d'un savoir profane, mais la compétence développée souvent depuis plusieurs années par les aidants familiaux. Le projet, que l'on appelle aujourd'hui projet personnalisé, se concentre sur les activités diverses qui vont organiser et soutenir le quotidien de la personne dans la structure, mais peut-être aussi doit appréhender la fin de la vie qui adviendra à un moment ou à un autre. Donc accompagner la décision d'une entrée en établissement, c'est également accompagner ce temps de la séparation, et notamment quand il y a un aidant familial assurant au quotidien l'accompagnement, il faut l'aider à renoncer progressivement aux divers rôles et tâches qu'il assurait, tout en lui permettant de maintenir un lien nourri avec son parent. Il est également nécessaire de le soutenir pour qu'il puisse progressivement réinvestir des activités pour son propre compte. Il faut pouvoir aider l'aidant familial à renégocier sa relation avec son proche, l'aider à s'adapter progressivement à la situation dont il n'a plus la maîtrise complète, lui permettre de trouver dans l'établissement une place qui lui convienne et qui lui soit reconnue. Pour certains aidants familiaux, la séparation doit se vivre progressivement. Pourquoi ne pas proposer une période d'adaptation où l'aidant continuerait à assurer dans l'établissement
les soins du quotidien pendant une période définie. Accompagner en tout cas ce passage du domicile à l'établissement est déterminant pour qu'une relation de confiance puisse se nouer entre la famille et l'équipe soignante. Alors jusqu'à maintenant, et j'ai bientôt terminé, j'ai peu parlé de la personne malade et de la place qu'elle occupe, parce que décider avec la personne de son entrée en établissement, l'intégrer à la prise de décision, est malheureusement, me semble-t-il, une réalité encore peu courante et certainement difficile et complexe. Mais elle dépend aussi beaucoup de ce qui s'est dit et parlé dès l'annonce diagnostique. Comment la maladie est-elle évoquée au sein de la famille? Et surtout, avec la personne malade. Les divergences de point de vue sont fréquentes au sein du groupe familial et empêchent souvent les choses de circuler. Mais c'est pourtant en prenant le risque de dire, de rencontrer, de reconnaître une présomption de compétence, comme le dit Fabrice Gzil, à la personne malade, que nous finissons par découvrir et que son intériorité, transformée par la maladie bien sûr, mais toujours en veille et en vie. Il en va du respect que nous lui devons, respect qui apparaît comme une limite aussi à la toute-puissance qui réduirait l'autre à n'être que la chose de nos désirs. Il est en effet facile de penser, parler, désirer à la place de la personne sous prétexte des troubles qui l'habitent. Et je terminerai simplement cette intervention en citant Fabienne Piel, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle nous dit, et entendons-la, il est temps de ne plus parler et de ne plus décider à notre place. Nous sommes conscients de prendre des risques et nous voulons décider par nous-mêmes, oui ou non, prendre des risques pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Judith.